bonsoir. Je pense que d'autres amis de Malte et de l'Irémont nous rejoindront au fur et à mesure de notre conversation. En tout cas, on vous remercie d'être à l'heure et d'être là pour cette soirée un peu spéciale, un peu différente de ce qu'on organise en général à l'Irémont, puisque pour plusieurs raisons, disons, parce que d'un côté, il sera question pas d'un pays du Moyen-Orient, mais d'un pays au milieu de la mer, qu'on définira sans doute, on essaiera de trouver des qualificatifs, en tout cas un pays européen, ça c'est certain, objectivement, mais qui est un peu plus qu'un pays européen. Donc ça déjà, c'est un peu une anomalie par rapport aux habitudes de l'Irémont, qui a un focus très fort sur le monde arabe, le Moyen-Orient, le Maghreb, etc. L'autre particularité, c'est que il y aura une connotation un peu artistique et un peu culturelle, parce qu'au-delà des questions qu'on va soulever sur l'actualité maltaise dans le contexte de la mondialisation, comme le titre l'indique, eh bien, il y aura aussi des lectures de poèmes. Il sera beaucoup question de ça. Et d'une part, et d'autre part, on aura tout le temps la possibilité de voir des très belles photos qui ne sont pas vraiment des photos touristiques au sens classique, comme on a un peu l'habitude de les voir concernant Malte ou l'Espagne ou l'Italie ou la Grèce. Et donc ça fera un pendant à la lecture des poèmes. Et donc je suis particulièrement heureuse d'accueillir ici Adrian Grima et Elisabeth Grec. D'abord, je veux dire qu'ils sont là aussi parce que ce sont eux-mêmes des passeurs. Ce sont des Maltais, mais des passeurs. Au bon sens du terme, on va dire. Passeurs de culture, passeurs d'idées, passeurs de mots. Et donc, on se sent à l'aise avec leur présence ici et on les remercie d'avoir proposé ça à l'Irémont. Et puis merci aussi parce qu'effectivement, Malte est vraiment très particulier. Tous les pays sont particuliers si vous voulez, mais Malte est plus particulier que les autres pour différentes raisons. D'une part parce qu'elle est petite, donc incontestablement, c'est pas un grand pays au sens de la géographie et des kilomètres carrés, puisque je pense que dans sa plus grande longueur, elle fait 27 kilomètres et dans la largeur, 14 kilomètres. Voilà, donc, mais après, il y a les autres îles quand même autour, mais enfin, elles ne sont pas beaucoup plus. C'est donc une espèce de confetti de pays au milieu de la Méditerranée. Et là, cependant, je me suis un peu penchée sur son histoire pour comprendre mieux ce que diront nos invités. Et en fait, c'est surprenant de voir à quel point Malte, elle est totalement méditerranéenne, mais plus que n'importe quel pays. C'est-à-dire que l'histoire de Malte, très vraisemblablement parce qu'elle occupe une position géographique extrêmement particulière, en plein milieu de la mer, et proche de tout, d'une certaine manière, proche des deux rives, pour mille raisons, eh bien, tout le monde est passé par Malte, depuis avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Malte a connu tout, a connu les Phéniciens, a connu les Romains, a connu au fur et à mesure du temps, a connu les Arabes pendant longtemps, une présence qui a laissé sa trace très importante, peut-être plus que les précédents. Mais il y a eu aussi une période où les Normands sont passés par là, comme dans le sud de l'Italie d'ailleurs. Et puis, ça n'a pas arrêté disons, d'accueillir d'une certaine manière et parfois subir la présence de personnes qui convoitaient cette place stratégique fondamentale qui permettait d'être vraiment un moment où on s'arrêtait 2 minutes avant de continuer la navigation. Donc c'est tout à fait remarquable. Il y a eu 1000 autres choses. Frédéric II a chassé les musulmans. Après, des familles juives chassées d'Espagne sont arrivées à Malte. Et puis finalement, Malte a été confiée à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem pendant
de nombreuses années. Et puis voilà que les Français s'en mêlent parce que l'expédition d'Égypte a fait forcément que la flotte de Napoléon Bonaparte est passée par là. Elle n'était pas très bien accueillie et ils n'étaient pas très contents, les Maltais, de les avoir. Ils ont appelé les Britanniques. Les Britanniques sont venus et ils sont restés très très longtemps. Et d'ailleurs, ça fait une des particularités de Malte aussi, d'avoir encore aujourd'hui cette empreinte forte de l'Empire britannique. Elle a fait partie du Commonwealth même jusqu'après son indépendance et c'est toujours le cas. Donc, au 19e, elle était au milieu de la rivalité entre les Anglais et les Français en Méditerranée. Au 20e, à un moment donné, elle est devenue très européenne. C'est un pays qui a tout adhéré à l'Union européenne, à Schengen, à l'euro. C'est un pays qui a vraiment pris à un moment donné totalement le parti de l'Europe, alors qu'avant, elle était un peu entre, je dirais, pendant la guerre froide, elle était un peu à cheval entre deux mondes, pour ainsi dire, assez proche hein, on peut dire comme ça. Voilà. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, évidemment, Malte continue à subir les effets de la mondialisation actuelle. Et en bien et en mal, dans le sens qu'elle est ballottée, comme dans toute son histoire, dans les grands phénomènes du monde actuel. Donc ça, ce sera des choses qui seront un peu évoquées, je pense, par Adrian et Elisabeth, dans une alternance donc de prise de parole et de lecture de poèmes. Et donc, pour faire ce programme incroyable, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Adrian Grima, que vous connaissez certainement, qui est un auteur, qui est professeur de littérature à Malte, à l'Université de Malte, mais aussi à Paris, à l'INALCO, et qui est auteur et aussi poète. Il écrit des textes et des poèmes. Sans oublier qu'il est aussi un militant de la société civile par son engagement dans le monde associatif maltais. Et à côté de Adrian, Elisabeth, qui est chère à mon cœur parce qu'on a travaillé ensemble pendant très longtemps à la coopération culturelle en Méditerranée ensemble, et qui est aujourd'hui à la fois traductrice dans différents domaines. Elle travaille par exemple avec le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes. Elle met ses compétences de traductrice à leur service, mais en même temps, elle est traductrice littéraire, de plus en plus d'ailleurs. Et je dirais peut-être même plus bientôt poétesse elle-même. Je pense qu'on s'achemine dans ce... Donc voilà un couple parfait pour nous parler de Malte. Je laisse la parole donc à Adrian pour commencer. Alors bonsoir à tous. Je voudrais m'excuser d'abord pour mon français très élémentaire. Excusez-moi, pardonnez-moi. Je suis vraiment très content d'être ici et d'avoir été introduit par Giovanna, une amie, et aussi de voir beaucoup d'amis entre vous. Et je suis aussi vraiment très content d'être avec Elisabeth Grec, qui est une amie, une grande amie, mais aussi ma traductrice, la traductrice de mes poèmes en français. Et cette expérience d'être traduit dans une grande langue est une expérience qui a, je pense, changé aussi ma relation avec ma langue et les thèmes et surtout le style et les métaphores. Parce que je vois devant moi, je vois un public plus large, plus connecté, dans une mondialisation, la mondialisation que j'aime. Mais il y a aussi une autre mondialisation, la mondialisation qu'on peut voir, on peut regarder là, dans les photos que Elisabeth a prises. Et je pense qu'il y a... Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec cette mondialisation, on peut dire rapace, sauvage, qui peut-être est en train de détruire ce que nous avons à Malte. Et je ne voudrais pas être
je ne voudrais pas faire de la nostalgie fausse, parce que il y a aussi ça, il y a aussi ce romantisme, cette idéalisation pas vraie, pas réelle. Mais en même temps, il faut dire que à Malte, on peut voir maintenant, avec une économie qui va très bien, avec beaucoup de travail, avec en maltais, on dit الشغل مش الناس تيجروا ورا الشغل ما الشغل تيجري ورا الناس. Le travail court derrière les gens. Le travail appelle les gens, c'est pas les gens qui recherchent du travail, parce qu'il y a un taux de chômage à Malte qui est très 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 bas par rapport à d'autres pays européens. Et il parle beaucoup de problèmes de travail parce qu'il n'y a pas de travailleurs dans des secteurs. Oui. Mais je pense qu'il y a un prix. Il y a un prix très haut. Et ça dépend beaucoup du modèle d'économie que nous avons choisi. Il est très facile pour nous, pour moi, de dire que c'est un choix qu'ont fait les politiciens. Mais en même temps, nous avons notre responsabilité. Pendant les dernières 50 ans, on peut le dire, après l'indépendance, dans l'année 1964, nous avons eu un modèle de développement que je pense que c'est... Beaucoup de nous pensent que c'est pas durable, que être en train de détruire le paysage très, très, très limité, comme nous a dit Giovanna avant. C'est un espace très, très limité et nous n'avons pas la possibilité de faire des erreurs. Des erreurs. Parce qu'on n'a pas l'espace pour. En fait, comme dit Adrian, c'est un développement qui n'a pas été inclusif du tout. C'est un développement qui bénéficie à une partie très petite de la population, qui du coup, les inégalités se creusent, et puis au dépend de l'environnement aussi. Et c'est pour ça que l'idée que nous présentons aujourd'hui, c'est que malheureusement, ce n'est pas une idée très originale. Et qu'en Malte, on peut voir toutes les erreurs de cette mondialisation. On peut voir comme des personnes et des organisations commerciales très grandes, pas seulement à Malte, mais aussi ailleurs, qui viennent à Malte pour construire et aussi pour blanchir l'argent et pour promouvoir l'iGaming, le jeu en ligne. Le jeu en ligne. Et alors, nous avons maintenant une économie très, très forte. Nous avons un succès, on dit. Mais je pense que pour voir si à Malte, maintenant, et dans d'autres endroits partout dans le monde, il faut voir, il faut regarder la vie des personnes. Et beaucoup de personnes maintenant à Malte sont absentes dans notre regard. On ne peut pas voir la pauvreté et on ne peut pas voir aussi les difficultés que les personnes ont dans leur vie quotidienne. Oui, exactement. Et peut-être qu'on peut dire ça parce que nous sommes, comme a dit Guy Debord, nous sommes dans une société de spectacle. Et malheureusement, Guy Debord avait vraiment raison dans les années 60 quand il a parlé de cette société de spectacle, cette société d'image, cette société qui
ne nous laisse pas être humains dans la totalité de l'expérience humaine. Je pense que dans cette contexte pas très belle, pas très beau, bon, le contexte, excusez-moi, dans ce contexte pas très beau, il y a des choses, mais malheureusement, je pense que pas beaucoup de choses que nous pouvons faire comme individus et comme aussi comme communauté. Et il faut le faire, et il faut le faire avec conviction, avec optimisme, et avec rigueur, avec grand effort. Mais sont limitées. Mais sont les choses, peut-être, que dans un système, je pense, vraiment difficile. Dans un système dans lequel, par exemple, dans le village où j'habite, moi j'habite dans un village très proche de la mer, sous la mer en fait. 10 minutes de marche, je suis dans l'eau, dans la mer. L'été, je vais toujours, chaque jour, à faire à me baigner. J'habite dans un village qui s'appelle Pembroke. C'est un nom qui ont donné les Anglais en fait. C'est un quartier résidentiel très proche au quartier de divertissement, nightlife. Mais maintenant, ce quartier très tranquille, très bien planifié, commence à être attaqué, convoitisé. Par des spéculations immobilières. Et c'est très difficile à combattre parce que nous sommes engagés comme communauté. Il y a beaucoup de personnes dans notre village qui sont engagées pour défendre notre espace. Et beaucoup de personnes nous disent « Ah, mais vous protégez vos privilèges. » Mais je pense que tout le monde a le droit de protéger sa qualité de vie, l'environnement dans lequel il vit. Et c'est pour ça que nous sommes engagés et nous continuons à être engagés. Mais je le dis franchement que je sais que c'est une bataille que nous perdrons, je pense, à la fin. Parce que c'est un modèle qui a totalement enveloppé notre île, comme a totalement dominé beaucoup d'autres endroits dans le monde. Et c'est pour ça que je pense que c'est un système, c'est un modèle de mondialisation. Et nous ne subissons pas la mondialisation. Nous sommes participés et nous voudrons être participants dans cette mondialisation. Et c'est ça que je me préoccupe beaucoup. Et moi aussi, je fais partie de ce système. Mais peut-être que je suis un peu trop critique. Alors, je laisse la parole à Elisabeth. Parce que dans ce contexte, je pense qu'il y a, comme je disais avant, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire comme individus à Malte, comme ailleurs. Et toutes les personnes peuvent s'impliquer, s'engager dans leur espace. Justement, moi je vais passer à la poésie parce que beaucoup de monde parle de la mort, de la fin de la poésie. Et en fait,
dans ce contexte que vient de décrire Adrian, la poésie peut venir pour faire un contre-discours, en fait, pour proposer un langage un peu alternatif, ou aussi être un moyen d'exprimer, de parler de l'actualité d'une autre manière que font les médias de masse. Et puis à Malte, on a donc commencé à le faire parce qu'on peut constater que ces deux dernières décennies, il y a eu un essor incroyable dans le secteur culturel et artistique, et aussi dans le secteur littéraire, du coup. On peut dire que depuis les années 2000, il y a de plus en plus de gens qui écrivent, beaucoup plus de jeunes aussi. Du coup, on a une émergence de nouveaux styles. Les jeunes expérimentent beaucoup plus avec la langue. Non, Adrian. Et il y a un nouveau rapport en fait avec la langue et avec son usage. Et c'est un style qui marque une vraie rupture avec le passé, d'écrivains un peu plus traditionnels. Et puis les auteurs, ce sont des auteurs très engagés. Ils s'inspirent non seulement des uns des autres, mais aussi d'auteurs étrangers, et s'intéressent beaucoup plus à ce qui se passe dans le monde, et ont une voix, ont quelque chose à dire sur tout ce qui se passe actuellement, à la fois à Malte, mais aussi en Méditerranée. Alors, la société civile, là-dedans, a quand même joué un rôle très important. Là, je prends l'exemple de la société civile dans le secteur littéraire que je connais le plus, avec la création d'Initiamed en 1998, si je ne me trompe pas, et avec notamment l'organisation du... Alors, c'est une ONG, en fait, créée à Malte. Adrian est l'un des membres fondateurs, et qui œuvre pour la promotion littéraire, mais pour les échanges en fait littéraires en Méditerranée, la littérature et aussi la traduction, notamment avec une activité principale qui est l'organisation du festival de littérature méditerranéenne qui a lieu chaque année, et où des écrivains et des poètes du pourtour méditerranéen sont invités, non seulement pour présenter leurs travaux, mais aussi pour discuter des enjeux actuels en Méditerranée. Et avant le festival, il y a aussi une semaine d'ateliers de traduction, parce que nous pensons que la traduction renforce ces échanges avec d'autres pays que Malte, en Méditerranée. Alors, tout ce développement culturel et artistique a été accompagné par quelques facteurs, je pense, politiques qui ont eu lieu à Malte ces dernières années aussi, notamment le développement touristique, qui est en régulière augmentation. Par exemple, en 2016, il y a eu 2 millions de touristes. Quand on voit que Malte a une population de 400 000 personnes, ça fait une surpopulation énorme. Le tourisme a aussi contribué à ouvrir les frontières, parce que les Maltais, du coup, ont dû se confronter à d'autres modes de vie pour aussi savoir s'adapter. Il y a eu une révolution informatique aussi, avec un monde de plus en plus connecté, et puis le rôle des réseaux sociaux aujourd'hui, où je pense que ça a aussi contribué à renforcer l'intérêt à la littérature, malgré tout, parce que comme il y a plus de jeunes qui vont travailler à l'étranger et qui s'intéressent de plus en plus à ce qui se passe à Malte, il y a beaucoup, par exemple, de traducteurs qui travaillent avec la Commission européenne et qui sont aussi écrivains et poètes. La révolution sexuelle aussi, ce qui est assez récent, on va dire, avec l'entrée en vigueur du divorce seulement en 2011 et l'union civile homosexuelle en 2014, et l'entrée de Malte à l'Union européenne. Il n'y a pas que les côtés
négatifs, il y a aussi des côtés positifs, parce que ça a donné beaucoup plus de visibilité politique à Malte, qui a toujours joué ce rôle de vouloir être un pont entre l'Europe et le monde arabe, et le sud de la Méditerranée. Et Malte s'est d'ailleurs beaucoup impliqué dans tous les forums euro-méditerranéens, dans les dispositifs politiques euro-méditerranéens. Il y a plus de mobilité. Cette mobilité a été facilitée par l'entrée de Malte à l'espace Schengen en 2008. Il y a du coup beaucoup plus d'opportunités, plus d'accès aux fonds. Beaucoup de Maltais travaillent avec les institutions européennes. Et tout ça a créé plus d'échanges, plus de ponts avec l'étranger. Parce que quand on est sur une île, on est quand même un peu isolé aussi, quelque part. Et puis, un dernier facteur quand même assez important, c'est la question migratoire. Mais je passe la parole à Adrian parce qu'on va après aborder aussi les enjeux actuels et la question migratoire fait partie d'un des enjeux les plus importants. Oui, nous ne sommes pas encore, après beaucoup d'années, nous ne sommes pas encore préparés pour cette tragédie, non, ce phénomène, mais surtout cette tragédie de l'immigration. Et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une tragédie que nous avons connue depuis longtemps maintenant. Depuis peut-être 15 ans, peut-être 20 ans. Mais peut-être parce que nous sommes un peu insulaires, nous ne voudrons pas participer à la responsabilité que nous avons comme citoyens du monde dans cette situation. Beaucoup, des milliards de Maltais sont émigrés dans la Méditerranée, surtout dans le 19e siècle et aussi dans les premières années du 20e siècle. En fait, jusqu'à la moitié, jusqu'à l'indépendance, un peu plus après, il y avait des milliers de Maltais qui sont allés dans le monde nouveau pour trouver du travail et des opportunités. Et alors, on peut dire que les Maltais doivent être plus proches des immigrés qui arrivent. Mais il y a un autre problème. Et l'autre problème, c'est qu'avec l'accord de Dublin, les immigrés qui arrivent ne peuvent pas aller dans un autre pays. Alors c'est très compliqué. Parce qu'une personne qui vient de Soudan, 5 fois plus grande de l'Italie, et se trouve à Malte, il sait ou elle sait qu'il n'a pas beaucoup d'opportunités à Malte. Il n'y a pas d'espace, aussi, pas seulement physique, je veux dire. Et c'est pour ça que cet accord n'a pas beaucoup aidé les immigrés, les personnes qui doivent partir de son pays. Oui. Et alors, je voudrais lire un poème que parle un peu de cette situation. C'est un poème qui parle d'un ami libyen que j'ai connu parce qu'il est venu chez nous pour faire du travail. Et après quelques jours, il a commencé à m'expliquer qu'il n'était pas régulier à Malte. Et il ne pouvait pas aller à l'hôpital, il ne pouvait pas être très visible. Il devait être invisible. Et le poème s'appelle Khat. Alors, Khat, le maltais vient de l'arabe, totalement de l'arabe, avec beaucoup d'influence italienne, sicilienne et puis anglais. Mais Khat, ça veut dire au dimanche,
aux personnes. Alors moi j'ai traduit le titre par dimanche parce que c'était difficile de trouver l'équivalent en français des mots qui veut dire les deux. Dimanche. Parfois, il travaille du matin au soir, de 7 à 10, non-stop. Mais ce n'est pas son métier, pas son pays. Il n'apparaît sur aucun document officiel, pas d'impôt, pas de congé maladie. S'il se fait coffrer, si à l'hosto on réclame ses papiers, si un fidèle passe un coup de fil. 5 ans. Du lundi au samedi, chez les uns, chez les autres, il va dans la brèche entre travail au noir et peur d'être dénoncé. Samedi soir, ses potes viennent le chercher. Dimanche, c'est sa journée. Jusqu'à 8 heures du soir, il dort. Puis, s'en va flâner devant les lumières, les vitrines, le fric. À l'étage, dans le tapage des jeux vidéo, ils tentent leur chance, sondent leur temps. Peut-être boit-il un café avec quelqu'un? Mais il ne veut parler à personne. Impossible. Quelqu'un pourrait le griller. Alors, il retourne à l'appartement, écoute, silencieux, la musique. Rêve d'une grande maison, comme celle du patron. Grosse bagnole, belle femme, comme le patron. Des enfants, peut-être. Peut-être l'année prochaine il rentrera. Peut-être qu'il ne faut pas prendre de risques. Alors, il prépare ses vêtements sales de peinture pour les trouver demain près du lit, près de la ville, devant la mer, où, avec ses frères, il allait pêcher. Car Dieu est généreux, même pour un père et une mère de 13 enfants. Entre départ et retour, dans la brisure, entre 2 pays étrangers, des papiers inaccessibles, un jour, la boule au ventre, il devra dire son nom, raconter son histoire, puis on prendra ses empreintes, il montera dans l'avion vers Tripoli, entre 2 uniformes. Merci Elisabeth. Beaucoup de personnes nord-africains, syriens, maintenant beaucoup de Syriens, mais aussi beaucoup de Siciliens, Italiens, viennent à Malte maintenant et les Européens de l'Est maintenant viennent à Malte pour travailler dans le secteur de la construction. Comme nous avons dit, il y a beaucoup de travail à faire. Alors, moi, je voudrais lire trois les interférences linguistiques avec un italien. Alors, je voudrais lire 3 petits poèmes en maltais et après, Elisabeth les lit en français. Alors. Malta, pajjiż interattiv. Hawnhekk neżibixxu kull xorta ta' tjur. Hu center ta' b'5 u għażel kulur. Tqum ir-rebbieħa. Le printemps se réveille. Tqum ir-rebbieħa. Ir-rebbieħa tqum bil-ħoss tal-mewt. Tinstabat mal-art. U l-qattila jiferħu bl-istrument sot bejn idejhom. Et le dernier, hawn jidħol il-gawwi, isi arrive l-mwed. Hawn jidħol il-gawwi kien qalli, u l-bastimenti militari. U niftakar id-dexa li nfirxet madari, bil-gawwi ovvjament. Malte, un pays interactif. Ici, on expose toute espèce d'oiseau. Choisis ta couleur et attrape un fusil. Le dialogue. Le dialogue à Malte commence à coups de pelleteuse et se poursuit jusqu'à la fin du chantier. Les discussions requièrent un casque de protection afin que personne n'entende leur vacarme. Les mouettes. C'est ici qu'arrivent les mouettes, dit-il. Et les flottes militaires.
et je me souviens du froid que j'ai eu le long de mon dos à l'approche des mouettes, bien sûr. Le printemps se réveille. Le bruit de la mort réveille le printemps, qui retombe par terre. Les tueurs se réjouissent, l'instrument à la main. Il y a beaucoup d'années maintenant, il y a 20 ans je pense, j'ai écrivé un poème un peu rigolo, et qui parlait des partis politiques à Malte. Et un grand ami à moi m'a dit, mais Adrien, ce poème va bien, mais les partis qui les financent. Et alors j'ai pris sa question et je l'ai mis comme titre du poème. Parce que dans la mondialisation, on parle beaucoup, et je l'ai choisi parce que on parle beaucoup du dépassement de l'État-nation. Mais en fait, les choses sont beaucoup plus compliquées. Mais on sait à Malte, seulement en Malte, je pense que ça se déroule, que les partis sont financés par des grands intérêts. Et alors, je lis ce poème. والبارتيتي مين يفنانسيهم جديدة دل-politika, ġdida dil-viżjoni, imġedded dal-partit li ħsibu fit-televiżjoni. Ġdid dal-ġurnalizmu mimli żgħażagħ ħakkaniti u ġodda dal-partiti finanzjati mill-partiti. Ġdida l-verità li jridu tant opinjonisti u ġodda l-kollox il-femiet tal-aqwa artikolisti. Ġdida d-dinja tonda illi tonda qatt ma kienet u ġdida d-dinja kwadra illi kwadra ħadd ma jrida. Et les partis, qui les financent? Nouvelle cette politique, nouvelle cette vision. Refonder ce parti qui ne pense qu'à la télévision. Il est nouveau ce journalisme qui regorge de jeunes passionnés. Et nouveau ces journaux financés par les partis. Elle est nouvelle cette vérité voulue des faiseurs d'opinion. Novatrice ces idées des meilleurs chroniqueurs. Et il est nouveau ce monde tout rond qui n'a jamais été nouveau. Nouveau ce monde carré que personne n'a jamais voulu carré. Parce qu'en maltais, nous avons un proverbe qui dit Minitu et la tante, mai much quadro. Oui, qui est né rond ne meurt pas carré. Et moi, je joue un peu avec ça. Je ne sais pas si l'État-nation est mort, mais nous savons tous qu'il y a beaucoup de monde qui a beaucoup de nostalgie pour ce phénomène du 19e siècle, en fait, l'idée de la nation. Et pour une île, c'est encore plus fort avec une grande relation avec une relation intime avec cette idée de la nation. Et c'est pour ça que j'ai écrit un autre poème un peu politique, mais puis après je fais aussi des poèmes moins politiques. Maintenant, j'écris beaucoup plus les poèmes plus lyriques parce que je pense que ça, c'est aussi un engagement peut-être encore plus politique. Exactement. Merci.
Mais il y a eu à Malte, maintenant c'est moins fort, mais il y a eu une période pas très belle, dans laquelle on a eu un mouvement de ultranationalistes, de fascistes et aussi de néonazis. Et on a eu beaucoup d'incidents pas très belles. Et moi, j'ai écrit ça. Tu es l'avenir. Veux-tu faire partie des élus, être membre de l'élite? Tu sembles plutôt intelligent. Have the vision, have it sweet. Il est nôtre ce rocher que tu construis. Pas besoin de fertilisant. Nous ne sommes pas le Jahan maltais. Nous sommes le diamant, le granit. Tu seras le flambeau dans la forêt qui nous enfume de la peste, le bouquet qui expire cette fête, le brasier à l'affût. Avec nous, pas de demi-mesure. Nous sommes le désir de l'avenir, la mèche qui explose la nuit, l'énergie, le moteur. Et j'ai utilisé beaucoup de mots, d'expressions qui ont utilisé ces partisans. Il y a aussi une mondialisation de la solidarité des sociétés, des organisations non gouvernementales. Et comme a dit avant Giovanna dans sa introduction, il y a aussi une société civile très forte en Malte. Pas très de gauche, je dois dire, mais très fort et très engagé, surtout sur le plan social, je dois dire. Et nous avons un grand héritage de ça, de cet engagement au niveau humain et social. Et je pense que ça, c'est très, très important dans un monde qui devient plus dépersonnalisé et un peu banalisé. Mais quand Elisabeth parlait de notre festival de la littérature dans la Méditerranée, dans cet engagement avec le Méditerranée, je pense que beaucoup de vous, peut-être tout le monde disait, c'est normal, vous êtes en pleine Méditerranée. C'est normal, vous ne dites pas rien d'intéressant. Mais il faut parler un peu du contexte. Je le dis en ces mots. Nous sommes en pleine Méditerranée, mais avec la tête complètement dans le nord de l'Europe. Complètement. Peut-être c'est pourquoi nous avons eu une expérience avec l'Empire britannique. Mais il y a beaucoup de choses dans notre système, l'éducation, le droit, l'administration civile, qui sont vraiment inspirés par l'Angleterre, le Royaume-Uni. Et je pense que nous n'avons pas l'expérience de la Méditerranée, surtout sous niveau, je veux dire, culturel. Alors, nous savons ce qu'on publiait à New York hier, mais nous ne savons pas qui est le président de la Tunisie, qui sont les auteurs, les écrivains de la Tunisie, de l'Algérie, aussi de la Sicile. C'est incroyable, incroyable. Et je ne parle pas des autres, je parle de moi-même. Quand j'ai commencé à découvrir le Méditerranée avec l'aide de mon professeur à l'université, Oliver Frigeri, le grand professeur, le grand écrivain Oliver Frigeri, c'était une grande découverte pour moi, parce que notre éducation ne disait rien de tout dans la Méditerranée. J'avais étudié la géographie du Royaume-Uni. Je ne me souviens rien de ça.
Mais j'avais étudié ça, l'industrie de Wales, North Yorkshire, et choses comme ça. Et rien du tout. Je ne savais pas, et j'ai le découvert dans 1998, que Malte était à sud de Tunis. Plus au sud, excusez-moi. C'était l'italien là. Nous sommes plus au sud de Tunis, d'Oran, de l'Algérie. Et c'était, pour moi, je le disais à Mourad, au choc. J'étais choqué. Nous, les chrétiens, les Européens, nous sommes au sud du sud. C'est incroyable. Et c'était pour ça que je disais avant que nous sommes en pleine Méditerranée, mais avec la tête, avec l'image d'être des Nord-Européens. Naturellement, nous, comme dit l'anthropologue Michael Hertzfeld, nous utilisons beaucoup cette excuse de notre méditerranéité pour oui, en politique, oui, mais aussi pour vendre Malte comme une destination politique. Mais je parle beaucoup. Alors, il faut faire un... Je te rassure, tu es là pour ça. Il faut faire un poème, parce que j'ai fait un peu une autocritique aussi de cet engagement dans la Méditerranée. Un peu, oui, aussi. Mais avant de lire le poème, c'est ce que dit Adrian est vraiment une réalité qu'on ignore en fait de Malte. C'est que les Maltais ne soupçonnent pas, en tout cas je parle du secteur culturel, ne savent pas du tout ce qui se passe dans le monde arabe. Ils ne connaissent pas les festivals, il n'y a pas d'échange vraiment entre les artistes et il y a un vrai problème, c'est que les Maltais ont peur aussi d'aller dans le monde arabe. C'est difficile de trouver des personnes, il y en a très très peu. Donc c'est en ça aussi que le festival de littérature est un pari qui a vraiment réussi, parce que c'est l'un des seuls qui fait ça. Même si maintenant, dans le cadre de La Valette 2018, il y a quand même des projets où on a essayé de renforcer les échanges avec la Méditerranée. Je voudrais ajouter une petite chose. Je ne voudrais pas dire que les Maltais ne veulent pas parler et se relationner avec les Arabes ou les Siciliens. Je ne veux pas le dire. Je veux dire qu'on n'a pas l'opportunité. On ne cherche pas l'opportunité. Mais quand on a une Libyenne dans la maison pour faire des travaux, ou quand on est dans une conférence, on commence à parler naturellement. Les Arabes sont les premières personnes qui, après un mois, commencent à parler en maltais, en fait. Spécialement s'ils connaissent une langue d'origine romaine, l'italien, ou surtout l'italien, mais aussi le français. Mais nous sommes comme programmés à rester insulaires. Méditerranée. Dans la serre où ressasse la Méditerranée comme un orphelin dans ses questions, Omeya va et vient entre deux tafs, recolle ça et là les morceaux sans se laisser déborder. Lorsqu'il s'assoit derrière le micro, 3 jours de taf suintent dans ses veines. Il se fait tard dans la serre, tous sont crevés. Mais il est temps de dire de quel camp nous sommes. Ça commence toujours ainsi. Il n'y a ni de mais, ni de comment. Quand la ferraille tombe du ciel pour te cramer la chair, quand le vacarme t'assourdit. 3 jours dans cette serre, et je n'arrive toujours pas à situer cette mer, qui tourne en boucle. Tout ce que je sais, c'est que je suis tunisien, que je vis à Paris, que les Arabes sont des cobayes, bombardés sans arrêt. Pour moi, la Méditerranée n'existe pas. Lorsqu'on partira d'ici pour aller à nouveau dans la nuit, tout sera clair, malgré les morts. Même la douce saveur de l'amitié,
dans ton cœur, même cette autre saveur. Que dira-t-on à ceux qui ont un canon posé sur leur cou? Quelle saveur de miel au fond d'un cimetière! Tu le sens, son goût? Dehors, le ciel vaincu nous attend sortir. À table, il sert du vin à carafe. Une fois fini, il en redemande. Nous sommes de ceux qui ont nié les conflits. Au repas, nous repassons les guerres actuelles et goûtons celles à venir. Il cuisine, nous picorons. Pas possible, déjà plus de vin? Il s'est levé. Tu nous resserres? Merci. Non. Tes yeux, ok. On va vous dire, on va lire 2 autres poésies avant de vous écouter, voir si vous avez des questions. Oui. Tes yeux, Alger. J'attends la nuit m'envahir, la rue m'emporter, le vent. Je m'allonge en toi, en apesanteur. J'attends tes joues rouler ma poitrine. Siècle, disperse-moi. Rouge le soleil éclaté, allongé comme tu me veux, écris-moi. Ils attendent la lumière pour foncer, tes yeux. Shahira, Farouja, Sherazade, la rive nord, la rive sud. La mer profonde ensevelie. Les vagues, les ports, les cailloux, tes yeux. La peur, le fond. Cette joie de Mars, le soleil. L'envie houleuse, la mer folle. La distance, la proximité. La noirceur de tes yeux me plie, dans mon dos, par mon cou, dans ma bouche. J'attends la nuit, tes yeux. La rue m'emporter, le vent. Du plus profond de moi, pour toi je perds pied. Tes yeux, Alger. عينيك لألجير. نستنى الليل يحكمني، الطريق تاخدني، الريح نمتجه فيك، ننقطم الإيخ. نستنى هداك ينبرمو صدري ساكل ويفرشني، حمرا الشمس مفقوعة من طولك، كيف تريدني اكتبني. يستناو الدول باش يسكراو عينيك، شهيرة، فروجة، شيرازاد. لا ريف نورد، لا ريف سود، البحر فونت مردوم المتوسط، الموج، البورديات تشا عينيك، البزا، الإيخ. دار فرخة مارتسو الشمس، الشوق مقلبة، البحر جن، البوت القريب. بدلامة عينيك تبرمني، جو داري من فمي، جو عنقي. نستنى الليل عينيك تاخدني الطريق، الريح من جوانات ملقيه ننقطع ليك. عينيك لألجير. Et on va finir avec un dernier poème qui s'appelle Romarin et qui a été écrit dans le cadre d'un projet de La Valette 2018 qui porte sur les pommes de terre. Donc la poésie peut aussi parler de l'agriculture parce qu'en fait, entre Malte et les Pays-Bas, il y a tout un échange de pommes de terre. Les Néerlandais, depuis très 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 longtemps, les Néerlandais exportent les semences à Malte. À Malte, on sème les pommes de terre, après on les cueille et on les réexporte aux Pays-Bas. Et voici la poésie d'Adrien, avec une note culinaire aussi. Aussi la mondialisation. Oui, voilà. Romarin. C'est le romarin qui fait la différence. Tiges de romarin. Disperse-les au-dessus et laisse-les là, s'éclater en enfer. Rien à voir avec l'huile d'olive, le romarin, ni le gros sel. Rien à voir avec le temps. Piégé par les 200 degrés derrière un panneau de verre, pour faire rôtir ce genre de choses. Rien à voir avec l'oignon émincé, le romarin. Rôti, il se retourne sur le dos, capable de croustiller, de résister à l'enfer, de rester entier. Tu verras. Les pommes de terre sans romarin, c'est le temps sans homme. C'est ce qu'il a dit. Le temps sans homme. Curieusement, elle a rougi,
Elle voulait rôtir le thon, le rendre croustillant, ou le laisser cuire à feu doux, lentement. Dos couvert et ventre à l'air, dans cette chaleur, la peau des pommes de terre grille, rissole, gonfle, mais s'accroche encore au cœur, si épais, si tendre. Elles sentent le romarin et d'autres aromates provenant des boîtes et bocaux. Au début, il mesure les doses, mais après, il ne peut pas s'en empêcher. Pourquoi pas? Ne les laisse pas au four quand tu l'éteins, dit-il. Elles sont trop cuites sinon. Sans regarder ni l'heure, ni à travers le panneau de verre, imbué par la vapeur vicieuse, de l'huile visqueuse, elle prend le gain manique, entoure le plat, et sort la merveille de l'enfer pour goûter le paradis. J'ai utilisé le mot en frisien, en fait, pour romarin, pour le titre de ce poème. Rosemarinblad. Alla l-klin kollox, Rosemarinblad, weraq tal-klin. Ferxu fil-wiċċ u ħallih jiżżabel hemm ġo l-infern. Għax mhux bħal żejt ta' żebbuġa l-klin, mhux bħal melħ loħxon, mhux bħal ħin maqbud f'200 grad wara ħġieġa apposta biex tbaska dawn l-affarijiet. Mhux bħal basla mqatta l-klin. Jekk it-tija l-ħalala tibda tqarmeċ, jekk tbaska tintelaq lek zaqqa l-fuq, jekk jiftaħ għalih l-infern, joħroġ sħiħ, moħħok mistrieħ. Patata minar klin, isa ħin minar bnedmin. Ek Alla, ħin minar bnedmin. Bla ma taf kif, tela fawra, bridet baska til-ħin, tqarmċu, jew tqedu fuq narbati. Tqallih. Għax fis-sawna dil-patata dara motti zaqqa barra, għandha l-qoxra qed tinxtewa, qed titqarqax, qed tintefaħ, imma tibqa' żomma l-qalba ħoxna u radba. Tfum bil-klin u bl-imbarazz mill-bottijiet u mill-vażetti li jitfala. Ma jkunx irid jitfa' bla d-doċċ imma ma jtieħx. Issa mhux hawn qegħdin. Alla tħallix fil-forn meta titfieħ għax tinħataf. U bla ma tħares lejn il-ħin, jew tittawwal minn ġorġieġa għadha mdensa b'dak il-fwar qalil ta' żejt imqabbat magħha. Taqbad li tikkuttunata, iddawwara mad-dix u toħroġ il-ġojja minn ġo l-infern. Ħaddu il-ġenna. Bien, écoutez, franchement, moi je ne sais pas, mais c'était savoureux, c'est le cas de le dire. C'était particulièrement riche et particulièrement maltais, tout ça, parce que Malte est un mystère qui ne sera peut-être jamais résolu. Moi-même, je suis tout le temps un peu entre... C'est peut-être une question que je vais vous poser d'ailleurs. Parce que Malte est un mélange aussi parfait de passé et de futur. Et peut-être c'est le présent qui pose un problème à Malte. Mais le passé aussi a posé des problèmes éventuellement. Mais parce que tout est là, déjà la langue, qui est un espèce de mélange qui pourrait penser être une préfiguration d'une langue du futur que tout le monde comprendrait. Donc, je veux dire, alors moi je suis particulièrement séduite parce que Malte ressemble beaucoup à mon pays aussi. Et donc je m'y sens en une certaine familiarité, mais j'ai l'impression que Malte est très en avant par rapport à l'Italie, par ce côté presque un peu expérimental de son histoire, de ce qu'elle est, de toutes ses contradictions aussi. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond, au-delà du constat très dur que Adrian a fait au début,
et qui concerne tout le monde, en fait, pas que Malte. Eh bien, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a là peut-être vraiment les ingrédients pour quelque chose qui pourrait être un avenir plus juste, plus équitable, plus durable, plus solidaire, plus humain, plus drôle, plus de plaisir aussi, parce que Malte est quand même les parfums, la beauté, le soleil. Enfin, il y a des choses formidables qui font penser que ce serait bien que... Les Néerlandais sont très malins. Hein. Moi, je dois être optimiste. Et je dois dire que je suis absolument d'accord avec Giovanna. Et il faut sortir de cet espace avec un grand sourire. Mais je ne suis pas optimiste. Je dois être très honnête. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Et vous avez bien présenté ces possibilités que nous avons de prendre des chemins, je pense, positifs, intéressants, engagés, humains, et aussi durables. Mais je pense qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il y a 30% de surface de Malte est construit. 30%. Dans l'Europe, je pense, peut-être dans l'Union européenne ou l'Europe, je ne sais pas, il y a un average, un moyen de 5%. 5% de surface est construit. Mais à Malte, sont 30%. Au contraire, je pense que nous sommes déjà, depuis beaucoup d'années, en retard. On ne peut pas être pessimiste, en fait. Il faut être optimiste. Il faut s'engager à faire des autres choses, de prendre des autres chemins, les chemins que vous avez indiqués, en fait. Il y a beaucoup de monde à Malte qui le fait. Mais je pense que les pouvoirs, surtout commerciaux et aussi internationaux, sont plus forts et ils ont le temps. Et nous n'avons pas le temps. Et puis, je pense qu'il y a aussi une autre difficulté dans la façon de s'engager. Parce que c'est vrai que notre travail, du coup, pas de militants seulement, mais de personnes engagées à trouver d'autres voies, devient de plus en plus important, mais de plus en plus difficile. Parce que comme Malte est très petite, que tout le monde se connaît, dès qu'on ouvre notre bouche pour dire qu'on n'est pas d'accord, même si on ne critique pas de manière très très dure, on est tout de suite mis de côté par les gouvernements. Il y a eu une série de choses d'ailleurs dans l'actualité, dans le secteur culturel par rapport à ça. Donc je pense que la liberté d'agir et la liberté de s'exprimer reste un enjeu aussi très important. Oui. Et ce n'est pas une chose seulement de ce gouvernement. Je pense que c'est une situation anthropologique de laquelle parle Elisabeth. Alors maintenant, quelques questions. Bonsoir, il paraît que c'est la première question qui est la plus difficile, donc je vais me lâcher. D'abord, merci beaucoup, parce que c'était, je reprends les termes de Giovanna, c'était savoureux. Et personnellement, beaucoup apprécié aussi, même si je n'entends rien à la langue maltaise, mais la lecture des poèmes, c'est très beau. Voilà, je peux juste dire ça, parce que, à part quelques mots que j'ai évidemment devinés, le reste était assez obscur, mais c'est une très belle langue. Non, vous avez parlé, c'était d'ailleurs assez frappant, votre souvenir
personnel d'avoir appris l'industrie dans le Pays de Galles, la géographie de la Grande-Bretagne. On n'a pas trop parlé de la jeunesse et de l'éducation de la jeunesse maltaise aujourd'hui. Je suppose que ça a changé, qu'ils n'apprennent plus l'industrie du Pays de Galles et la géographie du Royaume-Uni. Mais justement, ils apprennent quoi? Et est-ce que le système éducatif maltais est plus tourné aujourd'hui vers la Méditerranée que par le passé? Est-ce qu'il n'y a pas là, d'ailleurs, peut-être, ou pas, d'ailleurs, je n'en sais rien, mais une source un peu d'espoir et d'ouverture de Malte un peu plus assumée vers le reste de la Méditerranée? Alors, il y a beaucoup de monde qui a mon âge, moi j'ai 50 ans, qui dirait que l'éducation que nous avons eue, c'était mieux. Je ne le pense pas. Je pense que nous avons maintenant une éducation meilleure de ce que nous avons eu quand nous étions jeunes et enfants. Et moi, je le vois ça avec mes enfants. Ils ont eu plus possibilités, plus opportunités. Mais en même temps, il faut dire que il n'y a pas encore ce regard sur la Méditerranée. Par exemple, ils ne parlent pas rien du tout de l'immigration maltaise dans la Méditerranée et dans l'Australie, l'Amérique, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada. Et ça, c'est un phénomène historique et aussi social, culturel, très important. Et on ne parle pas. Et je ne comprends pas ça. Peut-être que la raison, c'est que il n'y a pas... Nous ne sommes pas intéressés à ce que se déroule ailleurs. Peut-être c'est ça. C'est seulement ça. C'est on utilise un cliché que nous sommes insulaires. Peut-être. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est insulaire aussi aussi ailleurs, dans les autres pays. Mais je pense que c'est une éducation beaucoup meilleure. Mais on n'arrive pas à parler de ces phénomènes très importants et de notre région. On parle de la Méditerranée, oui, mais pas dans la manière de laquelle je pense que vous parlez. On parle de la géopolitique, de l'histoire générale de la Méditerranée, la chute de l'Empire ottoman, par exemple. Mais ce n'est pas ce que nous voudrons, je pense. Oui, merci. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas d'historien de l'émigration maltaise. Ça n'existe pas. Il n'y a pas eu de travaux universitaires sur l'émigration. Non, il y a. Si. Est-ce que le retour au sens, pas le retour d'émigrés maltais, mais le retour, les échanges entre les Maltais de la diaspora, si je puis dire, et Malte, au XIXe siècle, surtout à la grande période de l'émigration, c'était impossible dans la mesure où souvent c'était des gens les plus pauvres qui partaient, notamment en Tunisie ou en Algérie. Je suis un descendant de cette migration, donc je vois bien de quoi il s'agit. Et puis, il n'y avait pas de relations ou de relations très faibles parce que pour des raisons de communication, de coûts, de maîtrise de la langue, sachant que la langue maltaise, elle a été mise par écrit aussi tardivement. Et ça fait un blocage, puisqu'on se servait de l'italien, puis on s'est servi de l'anglais pour pouvoir se développer et communiquer. Parce que je suis très frappé, et c'est le cas de l'Italie aussi, quand l'Italie a connu la migration des Albanais sur ses côtes, peut-être parce que c'était massif, mais l'Italie n'a pas eu une réaction de stupeur,
Mais alors que les Italiens avaient migré vers l'extérieur et avaient été mal accueillis, aussi bien en France qu'aux États-Unis, etc. Et ils reproduisaient le même phénomène. Et c'est vrai que la migration aujourd'hui de la Méditerranée, des rives sud de la Méditerranée ou de la Méditerranée orientale vers Malte, ou tentant de passer par Malte, est aussi un phénomène un peu compliqué à comprendre, j'ai l'impression, par les Maltais. Mais c'est la petite taille qui fait ça. C'est ce que vous dites, on se connaît tous, puisqu'on est 400 000. Et en même temps, la densité, parce que en fait, la densité de population est très forte. Si vous rajoutez en plus les touristes de toute l'Europe, ça fait effectivement une grosse difficulté. Alors je me demandais s'il n'y avait pas un parti politique ou un groupuscule politique qui était capable de porter au moins une parole, je vais dire écologiste pour faire un peu simple, en disant attention, on est en train de faire des bêtises parce qu'on n'est pas en train de préparer l'avenir. Il y a beaucoup de monde qui parle de ça. Tout le monde. Et aussi dans les partis principaux. Il y a une partie de, on peut dire, centre-gauche, centre-droit. Mais depuis longtemps qu'on parle de ces choses. Et il y a aussi une partie des Verts aussi. Très petit. Beaucoup de monde dit, mais les Verts, ils ont raison. Nous sommes d'accord avec les Verts, mais ils ne sont pas forts. On ne peut pas lui donner le vote, parce qu'ils ne peuvent changer rien, parce qu'ils sont très petits. Alors on dit, nous savons très bien les problèmes qu'on a à Malte, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vit très mal cette gentrification et cette construction qui continue toujours. Mais en même temps, on dit, mais on ne peut pas faire rien. On peut rien faire. The awareness is there. La sensibilisation, il y a, mais peut-être pas parmi tout le monde non plus, parce qu'il y a certaines personnes qui voient ça comme un progrès en fait. Ils voient ça, la Valette, qui commence à... C'est vrai, d'un côté, il y a plein de palais qui sont en train d'être réhabilités à la Valette, mais en même temps, ça devient, c'est pour en faire des boutiques hôtels. Ça a fait augmenter les prix. Beaucoup de Maltais investissent, de nouveaux riches, entre guillemets, réinvestissent, achètent des appartements à la Valette pour les louer sur Airbnb. Du coup, les prix des épiceries à la Valette deviennent incroyables. Les hôtels coûtent très très cher aussi, ce qui n'était pas le cas avant. Et les locaux ne peuvent plus se permettre de continuer à vivre dans leur ville. Donc, il y a à la fois un côté, la Valette revit, il y a des bars à jazz, il y a des super restaurants. On peut sortir maintenant à la Valette, ce qui n'était pas le cas avant parce que c'était une ville musée. Mais le revers de la médaille, voilà, on fait ça, mais à quel prix ? Oui, merci. Je voudrais d'abord remercier Adrian et Elisabeth pour cette très belle prestation et ces beaux poèmes. Je voudrais juste peut-être un commentaire et une question. Le commentaire, c'est à propos de ton jugement sur la question de la méditerranéité de Malte et le rapport à la méditerranéité. Je pense que tu es un peu trop sévère, si je peux me permettre. Parce que quand je vois ce qui se passe sur la rive sud de la Méditerranée, je pense au Maghreb et à l'Algérie, mais je penserai aussi d'ailleurs à la France, et à l'Italie, à l'Espagne. C'est guère mieux. On parle beaucoup de la Méditerranée. La Méditerranée est un concept qui est devenu un concept politique, un concept économique, un concept stratégique. Mais on ne parle pas, parce qu'en fait, la conscience de la profondeur historique de cette région, des interconnexions qui sont des interconnexions millénaires, cette prise de conscience-là, elle n'est pas ancrée dans les esprits du fait des institutions. Tu as évoqué tout à l'heure la question de l'État-nation. Ces États-nations sont des États qui construisent des frontières. Or, dans l'histoire,
pendant des millénaires, les frontières n'existaient pas. J'ai l'habitude de donner un tout petit exemple. L'une des plus grandes ethnologues françaises, Germaine Tillon, pour ne pas la nommer, dans un ouvrage remarquable qui s'appelle Le harem et les cousins, explique que depuis le néolithique, les stratégies matrimoniales, le rôle des cousins germains, ce qu'on appelle le mariage préférentiel, est un modèle qui a été méditerranéen. Toutes les sociétés méditerranéennes ont toujours privilégié le cousin paternel. Ça remonte au néolithique. Bon, et je pourrais multiplier les exemples. L'un des plus grands historiens français, Fernand Braudel, pour ne pas le nommer, Dieu sait si ses travaux ont eu de l'audience, mais toujours dans le milieu universitaire. Je veux dire par là que cette culture de la Méditerranée, elle n'a jamais été profondément ancrée parce que les institutions des États-nations ne le voyaient pas d'un bon œil. Voilà, donc il faut effectivement, je pense, se battre pour cet idéal. Et je pense que, tu connais mon amour et ma passion pour Malte, je pense que Malte est un véritable laboratoire de cet idéal, avec toutes les contraintes que tu as évoquées. Et en français, on a une expression qui dit il faut avoir le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Voilà. Ma question, par contre, j'ai été très intéressé sur le passage où tu disais que après une période d'écriture engagée, tu avais maintenant un petit peu opté pour une écriture que tu as qualifiée de lyrique. Et tu disais en plus que ce lyrisme pour toi représentait d'une certaine manière une forme d'engagement encore plus importante. J'aurais bien aimé que tu nous expliques comment le lyrisme peut devenir une forme de positionnement idéologique plus pertinent que l'engagement peut-être plus direct que tu exprimais, explicite, que tu as utilisé dans ta poésie précédente. Merci Mourad. Alors, dans cette mondialisation, je pense qu'il y a, beaucoup de monde dit qu'il y a une banalisation des paroles, des mots. Il y a une utilisation souvent malicieuse des mots. Et on cherche constamment, on cherche constamment le mot qui explique tout. Dans, je ne sais pas comment de caractère, il faut expliquer des situations vraiment très compliquées. Et peut-être qu'il y a, beaucoup de nous n'avons pas la patience d'être compliqués, et d'avoir des doutes, et d'avoir des émotions contraires, contradictoires, et des idées contradictoires, et des convictions aussi contradictoires. Nous n'avons pas le temps de ça. Et je ne parle pas des autres, je parle aussi de moi-même. Je fais de l'autocritique aussi, clairement, c'est ça. Je suis parti de cette situation, de ce moment historique. La poésie est toujours plurielle. Comme vous disiez dans votre livre, que parle de la pluralité de textes et la pluralité aussi de la traduction. L'expérience incroyable que nous avons de traduire des poèmes, de discuter des mots, des phrases et des émotions. A work in progress. Vraiment. Ça va dans l'autre direction. La poésie, mais aussi autre expérience artistique et humaine, vont dans l'autre direction. Et je pense que ça a une valeur très forte. Et il a une profondeur que les gens cherchent. Alors, pourquoi le lyrisme? Parce que quand je parle de la mort de mon père, nous n'avons pas lu de poèmes de ça, mais les personnes viennent à me dire, mais tu as parlé de mon père, de ma mère, de la mort
de mon père et ma mère. Tu as parlé aussi de ma expérience. Et quand j'ai fait des poèmes politiques il y a 20 ans maintenant, presque 20 ans à peu près, les gens disent oui, c'est vrai, tu as raison, mais ils ne touchent pas leur vie, leur cœur. Et je pense que cette expérience de la poésie, c'est une expérience très riche. Et c'est pour ça qu'à Malte, comme disait Elisabeth avant, mais aussi ailleurs, il y a beaucoup cette expérience de lire en public, de faire l'expérience des mots avec de silence, avec des pauses, avec une vraie expérience humaine qui va dans notre direction. Oui, c'est une forme de résistance. C'est une forme de lenteur au monde qui va très vite, on va dire. Bonjour. Non, j'ai été étonnée en fait d'apprendre que la loi sur le divorce et aussi sur le mariage homosexuel avait été si proche et si récente d'ailleurs, surtout pour la loi sur le divorce. Et du coup, je me demandais ce que ça voulait dire un peu la société maltaise d'aujourd'hui, le fait que est-ce que cette espèce de libération un peu. Je sais pas comment dire, et du coup ça me faisait me demander quelle était un peu la place de la religion dans la société maltaise et aussi peut-être les relations entre les différentes religions à Malte. Et voilà, et je me demandais si ces lois étaient passées sans crispation ou avec. Voilà comment ça s'était passé en fait. Alors, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a eu un changement, je pense, qui s'est passé un peu vite, qui a été très accéléré. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, c'était impensable. C'était impensable, par exemple, de vivre avec quelqu'un avant d'être marié. Le poids de la religion était très, très fort. Moi, je me souviens, j'allais à l'église tous les jours, par exemple, quand j'étais petite. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont une liberté aussi religieuse, quelque part, ou qui décident de ne pas avoir de religion. Donc, je pense que ce mouvement-là a été accompagné par le fait que la religion perd un peu son rôle social, son contrôle social. Parce que plus que religion, je pense que non, c'est considéré un peu comme un ordre social, la religion à Malte. Il n'y a pas une grande spiritualité, c'est très traditionnel, il n'y a pas beaucoup de réflexion en fait sur pourquoi on croit ça, etc. Maintenant, je pense que ce mouvement-là a été introduit par plusieurs facteurs. C'est un peu les facteurs que j'évoquais tout à l'heure. Cette ouverture un peu vers le monde. Alors, le divorce, en fait, il y a eu un référendum. Je pense que la société civile a joué un rôle très, très important, mais aussi parce que les gens eux-mêmes se sont rendus compte que la situation n'était plus viable du tout. Parce qu'il y avait... il y avait des couples, c'était pas comme mes grands-parents qui restaient ensemble toute leur vie. Les choses ont commencé à changer, des couples ont commencé à se séparer et il n'y avait pas une situation légale qui était favorable même aux droits des enfants, par exemple. Et du coup, l'Église a commencé aussi à ouvrir un peu ses portes et à donner à faire des annulations de mariage beaucoup plus facilement, alors qu'avant c'était impossible. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce que ça peut permettre aux gens de se remarier à l'Église et l'Église perd un peu moins de son pouvoir, on va dire. Et puis le mariage homosexuel, lui, ça a été assez rapide. Et en fait, ça est arrivé un peu bizarrement. C'est parce qu'au Parlement, les nationalistes ont décidé de ne pas voter pour boycotter cette loi. Le centre droit.
Oui, oui, les nationalistes, mais c'est pas vraiment des nationalistes en fait. Les deux partis politiques sont centre-droite, des conservateurs. Et les députés n'ont pas voté, et du coup, la loi est passée. Et sans qu'ils se soient rendus compte. Et en plus, c'est une loi qui permet aussi l'adoption. C'était une vraie première à Malte, oui, oui. Est-ce que ça faisait l'objet de débats dans la société? Est-ce que c'est des choses dont on parlait beaucoup, Oui, ou sans mais j'ai l'impression que la situation, elle est quand même de plus en plus acceptée aujourd'hui. Voilà, ça c'est un autre paradoxe de Malte, par exemple. Voilà, c'est-à-dire que c'est plus... Qu'est-ce que tu en penses, Adi? Oui, je suis vraiment d'accord avec Elisabeth, et j'ajoute que le gouvernement travailliste que nous avons maintenant, depuis 5 ans, se vante beaucoup de ça, beaucoup de ces libertés civiles. C'est aussi il y a aussi un débat là-dessus, c'est-à-dire que beaucoup de personnes engagées disent très bien, c'est très bien d'avoir les libertés civiles, mais est-ce qu'on ne fait pas ça aussi pour nous faire couvrir les yeux sur les autres enjeux importants? Voilà. Après, par rapport à cette question-là, il y a la question taboue, c'est l'avortement. J'ai l'impression que ça redevient un peu le centre des débats actuels. Moi, je suis ça par Facebook. Les réseaux sociaux ont un côté positif aussi. Mais ça reste vraiment un tabou, c'est-à-dire qu'aucun gouvernement ne s'engage à ouvrir le débat, même si la société civile et des ONG plaident pour qu'on puisse discuter de ça, parce que de toutes les façons, c'est aussi une réalité. Même si c'est interdit, oui, c'est interdit par la loi, mais les femmes sont obligées de partir à l'étranger pour avorter à l'étranger. Donc de toutes les façons, ça se fait, mais comme la pilule de lendemain, par exemple, elle a été introduite l'année dernière. Avant, c'était pas possible d'acheter la pilule de lendemain à la pharmacie. Voilà. C'est une autre contradiction. Le mariage homosexuel, mais pas la pilule de lendemain. J'ajoute seulement que avec la chute, on peut dire, de l'influence de l'Église, je pense qu'il y a un vide de valeurs, entre guillemets. Et je pense aussi, je discutais de ça avec Moradiel hier, je pense qu'on a besoin maintenant à Malte de, je ne sais pas comment on dit en français, mais de se approprier encore d'autres valeurs. Oui, d'autres valeurs. Et, des discours de valeurs. On ne peut pas laisser que le discours sur les valeurs reste un discours des conservateurs, de ceux qui veulent que Malte va à l'arrière, que Malte retourne au passé. Il faut que nous commençons à discuter vraiment de ce des valeurs que nous avons. Il faut commencer à dire nous avons la valeur de la solidarité et autres choses. Je ne sais pas, il faut discuter. Mais on a une grande vie là. Par exemple, si les étapes les plus importantes de la vie d'une personne sont marquées par les célébrations en église. La naissance et tous les autres. Si on n'a pas plus l'église, qu'est-ce qu'il y a? Le néolibéralisme, le capitalisme sauvage, l'argent. C'est une question, ça. C'est une vraie question. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Oui, vous avez évoqué le statut des migrants, et très vaguement. D'après ce que j'ai compris, donc ils sont accueillis, enfin,
Ils vivent dans la clandestinité, ils peuvent travailler, c'est déjà une bonne chose, gagner de l'argent. Mais s'ils sont pris, ils sont renvoyés en Libye. Il n'y a pas de structure d'accueil, on ne peut pas leur donner des papiers, les légaliser, surtout quand ils viennent de pays où il y a une guerre. Voilà. Si tu permets, juste, je voudrais préciser, parce que tu l'as cité très vite, et je ne suis pas sûre que tout le monde sache, l'accord de Dublin, qui est un vrai piège, qui fait qu'un migrant, quand il part de là où il part, il arrive dans un pays qui, en général, c'est l'Italie, Malte ou la Grèce, grosso modo. Et bien, selon l'accord du Dublin, les pays européens se sont mis d'accord pour que le migrant ne peut pas demander l'asile ailleurs que dans l'endroit où il est arrivé pour la première fois en Europe. Le pays dans lequel il est atterri, a mis le pied pour la première fois. Ce qui crée des situations absurdes parce que les destinations qui sont les leurs, qui sont liées à des chemins familiaux ou de villages pour aller à des endroits où ils ont des amis ou de la famille, etc., sont empêchés par ce règlement de Dublin. Donc, quand un migrant est dubliné, comme on dit, il est dans une sorte de double peine, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas aller dans le pays où il veut pour demander l'asile. Et on parle de gens qui ont le droit à l'asile. Or, Malte, qui est un territoire, comme on a bien tout petit, et donc qui se retrouve à accueillir énormément de migrants, et d'ailleurs, Malte donne la protection internationale beaucoup plus facilement que beaucoup d'autres pays, mais ils sont coincés, ces gens-là, parce que ces réfugiés ou migrants qui ont droit à la protection internationale sont piégés à Malte comme à Lampedusa parce qu'ils sont, selon le règlement de Dublin, ils doivent demander l'asile pour rester à Malte. Et c'est totalement déformant. Tout à l'heure, il me semble que vous avez dit que vous aviez un ami libyen et voilà, c'est ça. Et que cet ami, s'il était pris, il pouvait être envoyé en Libye. Oui, s'il n'a pas de papier, bien sûr. Et on ne veut pas lui donner de papier. Alors, je ne suis pas une spécialiste de migration à Malte, mais je peux donner quelques éléments, parce qu'il y a aussi des petits côtés positifs, c'est-à-dire que jusqu'à 2015, les migrants qui arrivaient étaient mis en détention systématiquement pendant 18 mois. Maintenant, depuis 2015, les ONG ont saisi la Cour européenne et ont réussi en fait à faire pression sur le gouvernement maltais, et la détention a été abandonnée. Donc il n'y a plus de camps de rétention à Malte, ils se sont transformés en camps ouverts. Et puis cette période-là a coïncidé aussi avec un accord que Malte a passé avec l'Italie. Maintenant, l'Italie, c'est elle qui secourt les migrants qu'elle secourt en mer vont en Italie et ne viennent pas à Malte. Du coup, il y a très très peu d'arrivées de migrants ces derniers temps. Il y a une autre migration, c'est des migrants qui arrivent par avion. C'est pas un accord officiel. Non, c'est pas un accord officiel. Tout le monde le sait, mais c'est pas un accord officiel. Après, les demandeurs d'asile ont le droit de travailler, mais il y a un gros problème de logement. C'est-à-dire que les migrants, déjà les Maltais eux-mêmes ont beaucoup de mal à se loger, parce que beaucoup de Maltais achètent leur maison, mais il y en a beaucoup aussi qui ne peuvent pas se permettre d'acheter une maison. Et maintenant, les prix des loyers sont devenus, on va dire, pour louer un appartement, pour vous donner un exemple, louer un appartement dans un village ne coûte pas moins de 500-600 euros, sachant que le salaire minimum est de même pas 1000 euros. 700, voilà, 700 euros par mois. Voilà, donc pour avoir une idée, donc les migrants qui sont encore plus dans une situation précaire, et puis personne ne veut louer des appartements aux migrants. Et ça, c'est un vrai problème. Du coup, ils retournent dans les camps ouverts. C'est une situation assez compliquée. Et maintenant, nous avons un nouvel phénomène. Il y a des immigrés africains en Italie qui viennent à Malte pour travailler. Depuis l'Italie, pour travailler.
C'est incroyable, en fait. C'est simplement l'histoire de Libyen, mais j'ai un peu posé la question que est-ce que ce Libyen est vraiment la nationalité libyenne ou parce qu'au moment de l'invasion occidentale en Libye, il y a beaucoup de réfugiés et migrants et dans la Méditerranée, il y a beaucoup de morts, mais on dit que tous les médias européens disent que c'est libyen, mais est-ce que c'est vraiment libyen ou c'est les gens sont venus de la Libye? C'est votre ami, est-ce que c'est libyen, de nationalité libyenne? Je ne le sais pas parce que je ne le connais pas très bien. Mais je veux dire que normalement, les personnes qui voulaient demander le droit d'asile, ils ne disent pas qu'ils sont libyens. Normalement, ils disent qu'ils sont de la Syrie ou palestiniens. Ou... Oui, certainement. Et puis, il y a beaucoup de Libyens qui se sont installés à Malte pendant la guerre et après la guerre en Libye. Je pense que c'est un cas pas très général, le cas de cet ami, mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent pour travailler et qui sont invisibles et sans droit, en fait. D'abord, je voulais vous remercier aussi pour cette approche de Malte par la littérature, parce que c'est une approche intéressante et un peu rare aujourd'hui, et en particulier par la poésie, parce que Elisabeth l'a dit tout à l'heure, la poésie se fait rare et je crois qu'elle nous manque beaucoup dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Alors moi, je voulais revenir sur l'urbanisme. En fait, vous avez insisté sur l'artificialisation des sols, la construction. Alors, pour comprendre un petit peu mieux, je voudrais savoir si c'est lié à l'augmentation démographique maltaise, si c'est lié à un modèle économique qui est développé et qui favorise, je sais pas, le tourisme de masse. Je ne crois pas que ça soit lié sur Malte à une industrialisation. Voilà. Quelles sont les causes? Est-ce que c'est lié à la démographie maltaise elle-même et à l'accueil peut-être on a parlé de taux de chômage qui attire forcément faible, qui attire forcément des travailleurs qui viennent d'ailleurs en Europe ou des réfugiés ou des migrants. Et qu'est-ce que, enfin, c'est peut-être une question difficile pour vous, mais comme vous êtes investi dans la société civile, qu'est-ce que vous proposez? Quel est le modèle de développement? Parce que effectivement, le territoire est très limité et cette pression sur l'urbanisme a des conséquences énormes sur l'équilibre non seulement environnementaux, mais aussi en termes de destruction d'un milieu de vie, finalement. Donc, est-ce que vous faites des propositions? Est-ce que le modèle, c'est le Bhoutan, par exemple? Je prends un exemple complètement extrême, mais de limiter l'accès à l'île d'une manière ou d'une autre. Pardon, je ne suis pas très sérieuse en disant ça, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, par rapport aussi à l'attrait touristique et à tout ce développement? Donc, il y a à la fois la vie des gens à Malte et l'augmentation de population, peut-être, et puis l'attrait touristique de cette île qui est particulièrement bien située. Voilà. Et également intéressante aussi. Je pense qu'on peut déjà commencer par avoir une planification un peu meilleure, parce qu'il n'y a aucun contrôle. Et le respecter. Et le respecter, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi quand même un clientélisme assez important à Malte, et que du coup, ce clientélisme-là et l'argent priment sur les intérêts des gens en général, parce que ces constructions et tous ces appartements de luxe ne sont souvent pas non plus pour les Maltais. C'est pour des étrangers qui viennent, et qu'est-ce qu'on fait? On encourage ça.
On encourage ça, par exemple, avec des choses atroces. Le passeport maltais, la citoyenneté maltaise, on peut l'acheter maintenant. C'est-à-dire, on ne la donne pas aux migrants, mais on peut l'acheter pour un prix exorbitant pour attirer des investisseurs chinois ou des richissimes pour venir, parce qu'en fait, on ne peut pas investir si on n'a pas le passeport. Du coup, voilà, il y a des choses à faire, à mon avis, à ce niveau-là, et peut-être revaloriser les petits villages et les centres de villages, parce qu'il y a des villages où il y a beaucoup de maisons abandonnées, parce qu'il y a un problème d'héritage aussi. Quand des parents décèdent et laissent leur maison à des enfants qui se disputent pour qui va avoir ci et ça, et parfois ces maisons-là sont laissées à l'abandon. Donc je pense qu'il y a, voilà, il y a des solutions. Peut-être pas à 100%. Je pense que les causes, vous l'avez déjà un peu identifiées. Et j'ajoute que les lois existent en Malte. Il faut les respecter. Mais les partis qui les financent, non? Et puis, il faut alors changer le modèle économique. Elisabeth disait que nous avons beaucoup encouragé la résidence à Malte. Mais je suis pour l'accueil. Mais il faut être un peu plus... il faut avoir la conscience que Malte est très, très, très petit et il y a des limites. Alors, je sais, pour avoir le travail, il faut ouvrir, il faut encourager, il faut ajouter. Je ne suis pas économiste et je ne peux pas, je ne sais pas comment on peut faire qu'il y a le travail, il y a la richesse pour tout le monde et en même temps, on a une politique environnementale durable que peut respecter aussi la qualité de vie et l'environnement. Je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'il y a des méthodes, par exemple, l'utilisation de beaucoup de la réhabilitation il y a beaucoup de possibilités de travail, par exemple, dans la réhabilitation des bâtiments. Et on a travaillé beaucoup dans on a fait des choses vraiment très, très, très belles à La Valette, mais aussi dans d'autres villes proches de La Valette, autour de ports. Vraiment très belles. Mais en même temps, on a détruit, par exemple, rentré au port avec les bâtiments que nous avons. Je ne pense pas qu'il y a des photos de, heureusement, de ça à Slima, par exemple. Parce qu'ils ont vraiment détruit le paysage. Je ne sais pas pourquoi. On sait, oui, malheureusement, c'est ça, ouais. Et ça continue, parce que cette photo, je l'ai prise il y a au moins 5 ans. Donc, ça, là, au-dessus de ces immeubles, il y a encore des immeubles. Ça devient caricatural. C'est... Alors, on dit qu'il y a 70 000 maisons vides à Malte. 70 000 maisons, 70,000, Sabinelf, Dar Voita. C'est incroyable. Non, parce qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de maisons secondaires, mais maintenant, quand je parle de 70 000, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Parce que c'est indivision, spéculation, héritage.
Écoutez, si vos curiosités sont plutôt assouvies, moi je proposerais juste de terminer pour partir d'ici avec la langue maltaise dans les oreilles. Un tout dernier poème, s'il vous plaît, en maltais, avec la traduction peut-être, mais c'est optionnel. D'abord en français. Nous faisons un poème que j'aime beaucoup, je dois dire. Incontinence. Que reste-t-il après? Le corps? Lunettes de vue, garde-robe de chemise, presque neuve. Tailleur, chapelet brisé. Il reste la barbe, le souffle, le trop-plein de la douleur, les taches multicolores, l'eau à la cuillère, une glaire qui racle la gorge, brûle le diaphragme. Il laisse la blessure de l'amertume, ce qui aurait dû, aurait pu être. Les trahisons délibérées du temps, l'incontinence des souvenirs, et la dernière trahison, le repos. Incontinenza. Xi ħalli warajh il-ġisem. Noċċali tal-vista. Gwarda robba omos. Ftit snin mil-busa. Libsantiera, labtu u kuruna rasa maqtuha. Il-leħja jħalli. In-nifs, l-inkontinenza tal-uġieħ. Id-dbajja kull kulur. L-ilma minn ġol kuċċarina, ix-xerqa tirvellalek diaframma. Id-dizappunti iħalli. Misluħa dak li kellu jkun. It-tradimenti sfaċċati ta' żmien. L-inkontinenza tar-rikordi. Imbagħad il-mistrieħ. It-tradiment aħħari. Merci beaucoup.